Bonjour tout le monde. On va pouvoir commencer, je pense que vous m'entendez bien. Apparemment oui. Bienvenue pour cette conférence. On a grand maximum 1 heure ensemble. Vous inquiétez pas, la présentation sera plus courte et vous aurez le temps à la fin pour poser vos questions. Donc gardez-les au chaud, vous pourrez poser vos questions et on sera ravis d'y répondre à la fin. Et on est ensemble pour parler d'adaptive learning. Ça vous parle peut-être, peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave du tout. On va développer, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais on a choisi un axe bien particulier aujourd'hui pour vous parler d'adaptive learning. C'est celui du concepteur. C'est la personne qui va en fait être capable de créer un parcours, une expérience d'adaptive learning et donc de faire bénéficier à ses apprenants d'un parcours de formation 100% individualisé qui va lui permettre de se former de façon plus adaptée, plus optimisée, plus engageante. Et donc derrière tout ça, il y a ce concepteur pédagogique qui va lui-même pouvoir créer ces expériences innovantes et qui apportent beaucoup, d'une part pour l'apprenant, mais aussi pour l'organisation. Voilà le sujet du jour. On va se présenter avec Jean-Marc. Donc moi, je m'appelle Evan Fribourg, je suis le directeur commercial de Domotio. Ça fait 7 ans maintenant que je travaille chez Domotio. Et c'est une société qui, depuis toujours, est spécialisée dans l'adaptive learning. Donc ce sont des technologies sur lesquelles on travaille depuis maintenant à peu près 9 ans, avec derrière ça une approche sur l'analyse de la donnée, sur les algorithmes, on peut parler d'intelligence artificielle. Ce n'est pas un gros mot, on a le droit d'en parler. Et c'est le cœur de métier de Domotio. Et mon rôle chez Domotio, c'est d'accompagner des organisations dans la mise en place de ce type de technologie, de solutions, et dans l'intégration de ces solutions dans des dispositifs de formation existants. Et c'est super important parce qu'une technologie, si on n'a pas de contenu, si on n'a pas de plateforme de formation, c'est rien du tout. Et donc tout l'enjeu, ça va être de pouvoir intégrer tout ça dans un dispositif de formation en place avec des catalogues de formation, avec des contenus pédagogiques, avec l'expertise humaine aussi des concepteurs pédagogiques pour pouvoir déployer ce type de parcours d'adaptive learning. Et je suis avec Jean-Marc. Merci Evan, donc Jean-Marc Béguin, je dirige un organisme de formation que j'ai créé il y a 26 ans qui s'appelle Agifpass, qui forme les banquiers et les assureurs dans toute la France. Nous sommes basés à Reims, mais nous sommes réellement dans toute la France et dans l'ensemble du monde bancaire. Et nous avons choisi de rejoindre Domotio puisqu'il y avait une vraie demande dans le monde de la finance pour aller sur des techniques pédagogiques innovantes, d'aller sur l'adaptive learning. Et donc, nous avons cherché des partenaires et nous avons trouvé Domotio sur la route. Je suis content d'avoir trouvé Evan et ses équipes pour monter ensemble donc une offre que je vous présenterai tout à l'heure, qui fonctionne déjà depuis maintenant plus d'1 an et qui a une réussite assez forte dans le milieu de la banque. J'y reviendrai. Je pense, et je le dis d'ores et déjà, que c'est une solution d'avenir. Ça ne remplace pas tout, mais ça fera partie en tous les cas de ce qu'on devra proposer demain en formation. Voilà, donc on s'est dit à deux que pour parler de l'adaptive learning, qui est une technologie innovante, et parfois on ne sait pas trop ce que ça veut dire et surtout comment concrètement on le déploie dans une organisation, on s'est dit que le mieux c'était de prendre un vrai cas d'application et on va vous démontrer comment cette collaboration Agifpass et Domotio a fonctionné pour mettre en place ce type d'approche. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de sortir votre téléphone, de scanner ce QR code et vous allez participer. Vous allez participer, on va vous poser une petite question, ce ne sera pas la seule au cours de la présentation, il y en aura une autre qui viendra ensuite. Et donc on va de cette façon essayer d'avoir des informations sur votre connaissance du sujet du jour. Je vais attendre de voir que tout le monde a pu scanner le QR code. Normalement, ça n'affiche rien de votre côté pour l'instant, ça devrait être en attente. Allez, on prend encore 10 secondes à peu près. On va dire que c'est bon. Et je vais passer sur un WooClap. Donc si vous n'avez pas encore eu le temps de scanner le QR code, s'il y a un dysfonctionnement, il y a aussi
un code qui peut vous permettre de rejoindre le WooClub, donc ça devrait aussi fonctionner. Et si c'est bon pour tout le monde, je vous propose de passer à une première question. Donc ça devrait s'afficher chez vous sur votre téléphone. Et je vais vous demander de voter parmi les 4 propositions. Pour vous, l'adaptive learning, c'est quoi? Ça vous évoque quoi, le sujet de la conférence du jour? Est-ce que c'est... Vous n'êtes pas du tout encore prêt pour l'adaptive learning, en tout cas, vous ne vous sentez pas prêt pour ce sujet, ou alors tout le monde parle d'adaptive learning, mais du coup, c'est un petit peu le fouillis. Troisième proposition, l'adaptive learning, je maîtrise parfaitement, c'est facile. Ou enfin, la quatrième, c'est le sujet dans mon organisation, le sujet d'actualité, et on y va. Bon, déjà, on le voit qu'a priori, personne ne maîtrise parfaitement, donc ça tombe bien, cette conférence va nous permettre d'approfondir. Et a priori, c'est un sujet que vous entendez beaucoup. Tout le monde parle d'adaptive learning. Vous êtes quand même 7 personnes à avoir entendu parler d'adaptive learning et à ne plus trop savoir démêler le vrai du faux, ne plus trop comprendre ce que ça veut dire. On a 13 votes sur 17, donc il devrait rester 4 personnes, 3 personnes maintenant. Et on va bientôt s'arrêter là. Pour faire la transition avec ce qui vient et rebondir sur ce vote qu'on a quand même en majorité, 57% qui ont voté pour « tout le monde en parle » d'adaptive learning et du coup c'est un petit peu le fouillis, eh bien oui c'est vrai, l'adaptive learning, pour refaire un petit peu l'historique de ce sujet, ça fait depuis 2008 que ça existe plus ou moins, une première société s'est lancée dans le sujet de l'adaptive learning et donc depuis 2008, on en entend parler un peu à toutes les sauces. L'adaptive learning, c'est avec de l'intelligence artificielle, on va analyser les données de l'apprenant, on va tracer tout ce que fait l'apprenant sur une plateforme d'apprentissage et toutes ses interactions avec des contenus pédagogiques. Et on entend beaucoup de choses là-dessus et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est quand même devenu quelque chose de très concret. On voit beaucoup d'organisations, d'entreprises ou d'organismes de formation comme Agifpass qui ont mis en place de l'adaptive learning. Et l'objectif, là, c'est de vous montrer qu'on a beau en entendre parler de pas mal de façons différentes, eh bien, en fait, on est aujourd'hui capable de vous montrer qu'il y a quelque chose de très concret derrière l'adaptive learning. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, je passe à la suite. Je vais me remettre en plein écran. Et commencer par le pourquoi de l'adaptive learning. Pourquoi il est intéressant aujourd'hui dans une organisation, et je vais notamment parler des entreprises, pourquoi il est intéressant d'avoir cette approche de l'individualisation de la formation. Je vous parle de 2 indicateurs qui nous intéressent pour le sujet du jour, qui sont issus d'une étude internationale, donc pas que les entreprises françaises, mais les entreprises dans le monde, et qui nous montre que c'est très centré salarié, c'est le retour des salariés qui nous disent que 70% d'entre eux pensent ne pas maîtriser les compétences nécessaires à leur métier. Et à vrai dire, c'est normal qu'un salarié ne pense pas forcément maîtriser 100% des compétences qui sont propres à son métier. Mais cet indicateur, il est quand même énorme et on pourrait espérer que la formation permette de combler cet écart de compétences. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui dans une entreprise, dans une organisation, c'est que la formation, elle est bien souvent assez descendante. Donc on va demander à un salarié de suivre des formations, de suivre des parcours, des contenus pédagogiques, des certifications, etc. Et quand elle est descendante, eh bien, elle est parfois mal ciblée. Si j'ai un rôle, si j'ai un métier dans l'organisation, eh bien, on va se dire, bon, il est chef de projet, on va l'inscrire au parcours chef de projet qui lui permettra d'être formé sur toutes les compétences qui sont nécessaires pour un chef de projet. Sauf qu'on ne tient pas forcément compte de ce qu'il a fait auparavant, de compétences qu'il pourrait déjà avoir, d'un niveau de seniorité qui n'est pas le même d'un métier, d'un chef de projet à l'autre dans l'organisation. Et toutes ces spécificités, elles sont importantes. Et ça a pour conclusion, pour impact, que parfois, la formation qui va être proposée à une personne n'est pas en adéquation avec ses attentes, avec ses compétences. Et quand
super nouvelle, quand la formation n'est pas descendante et que c'est le salarié qui souhaite se former de lui-même, c'est pas toujours le cas, voire c'est pas souvent, mais quand ça arrive, c'est super. Et bien même à ce moment-là, en fait, on va se retrouver avec une situation où le collaborateur ne suit pas forcément des formations qui sont en lien avec son métier et avec les besoins de son métier. J'ai envie de me développer à l'anglais, je vais m'inscrire à une formation sur de l'anglais alors que jamais je ne travaille en anglais, par exemple. Ou alors à de la bureautique, à de l'Excel, alors que jamais je n'interagis avec un tableur Excel. Et donc on retrouve cet indicateur où les salariés pensent ne pas maîtriser les compétences qui sont nécessaires. C'est un indicateur. Le second, il est important aussi. Même quand on se rend compte qu'une formation est adaptée aux compétences qui pourraient être nécessaires pour un salarié dans le cadre de son métier, eh bien 88% de ces salariés n'appliquent pas, ou en tout cas pensent ne pas appliquer les compétences qui ont été abordées au cours de la formation. Encore une fois, on retrouve un petit peu le premier indicateur. Si j'ai été formé à quelque chose qui n'est pas lié à mon métier, forcément, je ne l'appliquerai pas. Mais il y a autre chose qui peut expliquer ce chiffre, c'est que à l'issue d'une formation, qui peut durer 2 heures en e-learning, qui peut durer 2 jours, qui peut durer 2 semaines, si je ne suis pas amené à appliquer presque quotidiennement ce que j'ai vu en formation, on peut être sûr qu'il va y avoir une déperdition de l'information, une non-rétention des compétences, et que si 2 mois plus tard, la personne a besoin de mettre en pratique ce qu'elle a vu 2 mois auparavant, elle ne sera pas capable de le faire, ou alors elle ne le fera pas de la bonne des façons. Et c'est vraiment pour répondre à ces 2 enjeux que l'adaptive learning va intervenir en complément d'un dispositif de formation existant, avec des contenus de formation, avec des plateformes, avec des personnes qui vont pouvoir délivrer du savoir et de la compétence, mais qui va intervenir en complément pour cibler les besoins de chaque personne, les faire matcher avec des besoins de compétences, avec des attendus métiers dans l'organisation, et proposer à chaque personne le parcours qui aura le plus de sens pour lui et qui sera le plus optimal pour développer ses compétences. Et donc on y vient. On y vient, l'adaptive learning, c'est quoi? C'est être capable de proposer à chaque personne le parcours de formation qui sera adapté à son profil d'une part, à son niveau de compétence d'autre part, et enfin aux besoins de l'organisation en termes de compétences. Et de façon très concrète, l'adaptive learning avec Domotio, c'est 2 grands temps forts. Un premier temps fort où, dès le début du parcours, on va chercher à positionner le niveau de l'apprenant. Donc je reprends mon exemple de tout à l'heure, je suis dans une organisation, je suis chef de projet. Eh bien, au lieu de suivre mon parcours chef de projet dans son ensemble, dès le début, on va m'évaluer. On va évaluer mon niveau de compétence sur finalement mes attendus métiers et on va comparer ça avec le niveau qui est attendu. Ce questionnaire, il permet donc de mesurer ce qu'on va appeler l'écart de compétences du salarié. Et c'est une première étape, c'est un point d'entrée qui est essentiel parce que dès le début d'un parcours, on a potentiellement des profils et des niveaux très hétérogènes. Et donc dès le début, on veut pouvoir identifier ce niveau et commencer à adapter la suite du parcours. Et donc quand on l'a, ce niveau initial, on peut ensuite se reposer sur ce qu'on appelle un moteur de recommandation qui va pousser à chaque personne qui suit ce parcours, leur recommander des contenus pédagogiques de toutes sortes, toutes modalités. On peut évidemment avoir des contenus e-learning, mais l'adaptive learning n'est pas fermé à des formats synchrones, à du présentiel, à de la classe virtuelle. Et puis côté asynchrone, on peut avoir de la simulation, on peut avoir du micro-learning, du vidéo-learning, etc., etc. Et le rôle de l'outil, c'est ça, c'est de constituer le chemin d'apprentissage qui sera le plus optimal pour une personne afin de lui proposer la montée en compétences la plus individualisée possible, la plus optimale possible et donc la plus engageante possible pour l'apprenant. Donc voilà ce que veut dire l'adaptive learning et voilà concrètement ce que c'est du point de vue de la solution Domotio. Et on va rentrer dans le concret, je vais vous montrer une démonstration et après ça, je laisserai la parole à Jean-Marc qui vous présentera son expérience de l'adaptive learning. Avant de passer à tout ça, vous allez reprendre votre téléphone
Si besoin, vous rescannez le QR code, mais vous avez peut-être toujours le WooClap qui est ouvert. Et je vais vous poser une deuxième question. Si vous êtes toujours sur l'application, tant mieux. Je vais vous poser une deuxième question qui devrait apparaître maintenant sur votre téléphone. Vous allez pouvoir sélectionner autant de réponses que vous le souhaitez. Et donc la question, c'est la suivante. Quelles sont pour vous les compétences ou les thématiques qui sont prioritaires pour 2023 ? Je vous expliquerai pourquoi on vous pose cette question. Mais il va être intéressant de voir quelles sont vos réponses pour faire ensuite le lien avec le sujet de l'adaptive learning. Donc évidemment, toutes les thématiques ne sont pas dans les propositions, c'était simplement pour vous guider. On retrouve le digital qui ressort, le management, les soft skills. Les soft skills prennent beaucoup de place, beaucoup d'importance. On est à 13 votes sur 17 et je pense que ça ne bougera pas beaucoup. Donc bon, il y a 3 éléments qui ressortent un petit peu plus que les autres. Le digital, les soft skills, le management. À vrai dire, on retrouve quand même beaucoup de compétences transverses dans ces thématiques. Et si on souhaitait vous poser la question, ce n'est pas anodin, c'est aussi pour faire le lien avec l'adaptive learning et vous dire que finalement, quelle que soit la thématique, quel que soit le périmètre de formation et quel que soit le type de compétences, que l'on soit sur des savoirs théoriques, que l'on soit sur des savoir-faire ou même sur des soft skills, l'adaptive learning peut apporter quelque chose. Pas de la même façon, évidemment. On ne va pas évaluer des soft skills de la même façon qu'on évalue des savoirs théoriques. On ne va pas développer des soft skills de la même façon qu'on développe des compétences techniques, mais l'adaptive learning, dans tous les cas, pourra avoir un intérêt à un moment. Et ce moment, c'est dans le cas où on a une cohorte d'apprenants, un nombre d'apprenants qui est assez volumineux et qu'on souhaite faire de l'individualisation. Si demain, vous avez un projet avec 10 personnes à développer sur des compétences techniques, par exemple, a priori, un formateur, un tuteur, en tout cas un humain, fera l'individualisation mieux que la machine. En tout cas, il sera capable de le faire. Maintenant, si demain, vous avez 200 personnes, 1000 personnes ou même 10 000 personnes à former sur un même ensemble de compétences, c'est là où l'adaptive learning a du sens. L'adaptive learning sert à automatiser l'individualisation de la formation. Et donc, c'est intéressant de l'automatiser quand on a de la masse et que l'humain ne pourrait pas le faire parce que pas la bande passante ou pas les capacités pour individualiser sur une masse aussi importante. Et pour que ce soit concret, eh bien dans la suite, il va y avoir 2 choses. La première chose, c'est que vous allez voir une démo de ce qu'est l'adaptive learning. Et juste après ça, eh bien, on rentrera dans le cas d'application de Jean-Marc d'Agifpass qui a mis en place l'adaptive learning. Pour cette démo, je voulais vous montrer le point de vue de l'apprenant. Ça a beau être entre guillemets l'utilisateur final, le dernier utilisateur dans le cadre d'un dispositif d'adaptive learning, puisqu'on l'a vu au tout début, la première personne qui interagit avec ce dispositif, c'est le concepteur pédagogique. Mais c'est intéressant de voir tout de même ce que vit l'apprenant quand il est embarqué dans une expérience d'adaptive learning. Et il y a un point qui est très important, c'est qu'il y est embarqué, non pas depuis un nouvel outil, mais depuis son environnement de formation existant tel qu'il le connaît. Si dans l'entreprise ou si dans l'organisation, il y a déjà une plateforme LMS qui est déployée ou une plateforme LXP, comme on en entend un petit peu plus aujourd'hui, tant mieux. Le rôle de l'adaptive learning n'est pas de proposer un parcours dans un nouvel outil, c'est de se plugger dans la plateforme LMS existante. Et ça, c'est un point qui est essentiel, qui ne fait pas intervenir ni techno, ni IA, ni quoi que ce soit, c'est simplement de s'intégrer dans la plateforme existante pour centraliser l'expérience de l'apprenant, parce que sinon on le perd, l'apprenant, il n'aura pas envie d'y aller. Et s'il n'a pas envie d'y aller, on a beau avoir la meilleure technologie derrière, elle ne servira à rien. Donc gardez en tête qu'on se plug dans la plateforme de formation de l'organisation et c'est depuis cette plateforme que l'apprenant va pouvoir lancer son expérience d'adaptive learning. Soit sur sa page d'accueil, donc là je retrouve une page d'accueil
avec différents éléments, soit depuis l'onglet Mes formations. Donc là, je me suis connecté pour faire cette démonstration sur une plateforme LXP qui s'appelle MySkillCamp, qui est d'ailleurs, si je peux dire, la maison mère au-dessus de Domotio. Mais il faut bien comprendre que ça va fonctionner dans n'importe quelle plateforme LMS. Pour en citer quelques-unes qui sont connues, ça marchera dans Cornerstone, ça marchera dans Cifadis, ça marchera dans SuccessFactors et j'en passe. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour se plugger dans une plateforme LMS facilement, et dans toutes les plateformes, on utilise un connecteur SCORM. C'est universel. C'est peut-être pas le meilleur standard d'interopérabilité en termes de tracking de la data, mais en termes d'interopérabilité, c'est super parce que toutes les plateformes le respectent. C'est universel et donc mettre en place un connecteur SCORM permet de nous plugger dans n'importe quelle plateforme de formation et donc permet à l'apprenant d'être dans son environnement et de pouvoir lancer son expérience d'adaptive learning. Ici, je vais vous proposer d'aller voir une expérience qui s'appelle « Mon parcours sur mesure ». Et en cliquant sur le bouton « Lancer », eh bien, l'apprenant va être redirigé vers son expérience d'adaptive learning qui va lui montrer son parcours de formation sur les connaissances et ou les compétences qu'il est censé développer. Dans le cadre de cet exemple, j'ai une expérience d'adaptive learning qui s'appelle Mon parcours sur mesure, on le voit tout en haut, et dans laquelle je suis amené à me développer sur trois grandes thématiques. Une première thématique sur l'efficacité professionnelle, on le voit ici. Une seconde sur les essentiels du management, et enfin une troisième sur l'initiation à la cybersécurité. Et sur chacune de ces thématiques, l'apprenant pourra suivre un parcours de montée en compétences 100% individualisé, et on va retrouver les temps forts que je mentionnais tout à l'heure de façon théorique. On va les retrouver dans le cadre de cette démonstration. Avec un premier temps fort qui sera toujours de suivre un questionnaire de positionnement en amont. Ce questionnaire de positionnement, donc je vais avoir une introduction qui me permet de voir ce que je vais être amené à faire dans le cadre de mon parcours. Et ensuite, je me lance dans mon questionnaire et on va le voir, je vais répondre à une succession de questions dont les formats peuvent varier beaucoup. On peut avoir des formats très très simples comme ici un QCU, donc une question à choix unique, où je dois sélectionner la bonne réponse et ensuite valider. Donc voilà, au hasard, j'ai cliqué sur une réponse pour vous montrer que quand je me trompe, j'ai évidemment une correction. Je peux également avoir un feedback à la question si le concepteur pédagogique l'a renseigné. Et je passe à la suivante. En plus de format QCU, on peut imaginer des formats QCM, des textes à trous, des vrais faux, des questions ouvertes et j'en passe, des glissés, déposés. Mais surtout, ce qui est important dans l'ingénierie pédagogique de ce type de questionnaire, c'est de savoir qu'on peut avoir un feedback à une question qui permet d'aller plus loin que simplement la question, simplement l'énoncé de la question. Et on peut surtout avoir du média dans l'énoncé d'une question. Si je souhaite faire une mise en situation avec une vidéo, avec une photo, avec une image, c'est possible. Et donc c'est important d'avoir en tête que le concepteur pédagogique est la personne qui va créer ce questionnaire, qui va réfléchir l'ingénierie pédagogique en fonction de ce qu'il souhaite évaluer, des savoirs théoriques, des savoir-faire, des savoir-être. Et que l'apprenant, lui, en revanche, va suivre son questionnaire et va répondre aux questions avec une précision tout de même qui est très importante. C'est que l'adaptive learning, il est vrai dès le questionnaire de positionnement. On parle de questionnaire adaptatif. Ce que ça veut dire, c'est que dès que j'ai répondu à une question et que je clique sur le bouton « Continuer » pour passer à la suivante, mon résultat, il est envoyé en temps réel à un algorithme qui va utiliser ce résultat pour me positionner en termes de maîtrise et qui va m'orienter vers des questions qui auront vraiment du sens et de la pertinence pour évaluer mon niveau à moi en fonction de mon profil et de mon niveau. Et donc c'est ce qu'on appelle du questionnaire adaptatif. C'est en temps réel que les données sont analysées et ça va permettre tout simplement de proposer à l'apprenant un questionnaire adapté d'une part, donc plus engageant. On répond à des questions qui ont du sens pour nous, mais surtout un questionnaire plus court, plus optimisé. Et donc on a plus de chances que même à la fin de ce questionnaire, l'apprenant soit encore concentré et que ses dernières réponses aient de la valeur du point de vue de son évaluation.
Bon, pendant que j'expliquais ce questionnaire adaptatif, j'ai passé petit à petit les questions simplement pour arriver à la fin, mais c'est important de comprendre que pour évaluer sur un sujet, on ne pose pas une question. On va poser plusieurs questions à l'apprenant pour l'évaluer sur un même sujet, mais ces questions évoluent en fonction de ses réponses précédentes pour tout de même avoir un questionnaire plus court. À la fin, eh bien, ce qui va m'intéresser ici, surtout en tant qu'apprenant, c'est de voir ce genre de graphe, un radar de niveau, qui me permet de voir que dans le cas présent, j'ai été évalué sur 3 items, que j'ai un niveau qui est a priori pas très bon parce que j'ai passé toutes les questions. Donc en bleu, je peux voir mon niveau à moi tel qu'il a été évalué, et en gris, tout autour, le niveau attendu. Ça, c'est le niveau attendu qui a été défini dans le cadre de référentiel métier, référentiel de compétences dans mon organisation, et je vois très bien quel est mon écart de maîtrise, et c'est vis-à-vis de cet écart que l'outil va me proposer des recommandations de contenu qui vont ressembler à ça. On retrouve la même page qu'on avait au tout début, avec mon positionnement qui est passé au vert, puisque je l'ai fait, et avec mes premières recommandations de contenu qui me sont proposées en fonction de mes besoins. Donc mes besoins, on les retrouve ici à droite. Et là, en tant qu'apprenant, c'est très simple. Je n'ai plus qu'à cliquer sur mes recommandations pour les suivre, pour être redirigé vers les contenus correspondants, qui sont des contenus présents dans le catalogue de formation de l'organisation, et qui vont me permettre de progresser là où j'en ai besoin, et donc petit à petit de voir mon niveau de maîtrise évoluer. Lorsque mon niveau de maîtrise aura atteint le niveau attendu sur chaque connaissance ou compétence, je n'aurai plus de recommandations. J'aurai en revanche une dernière étape dans mon parcours, que l'on voit ici, en grisé pour l'instant. Cette dernière étape, c'est un questionnaire final. Tout simplement pour déjà montrer à l'apprenant qu'après avoir suivi ses recommandations, il a progressé, mais également pour valider un niveau atteint, pour pouvoir montrer à l'apprenant qu'à la fin de son expérience d'adaptive learning, il y a un certain niveau qu'il a atteint sur chacune des compétences cibles, sachant que ces infos peuvent évidemment être remontées à son manager, à un responsable RH, à un responsable pédagogique, si on le souhaite. Donc voilà le principe de l'adaptive learning. 3 temps forts si je résume. Un questionnaire initial qui se fait de façon adaptative pour l'optimiser. Un deuxième temps fort avec les recommandations de contenu pour optimiser la montée en compétences de la personne. Et un troisième temps fort qui est un questionnaire final pour valider le niveau atteint. Tout l'enjeu derrière ce parcours, c'est vraiment de pouvoir s'assurer que chaque minute que l'apprenant va passer sur du learning, sur des contenus pédagogiques, est vraiment passer sur des choses qui sont nécessaires pour lui et qui sont pertinentes vis-à-vis de son niveau et de ses attendus métiers. Et on va repasser sur la présentation, simplement pour vous dire que tout ça, cette expérience que là on a vécue en tant qu'apprenant, eh bien, un concepteur pédagogique dans une organisation, que ce soit dans un organisme de formation ou une entreprise, peut la créer, peut être autonome dans la création de ce genre d'expérience, avec un outil auteur, en fait, un outil d'ingénierie pédagogique qui va lui permettre, du début à la fin, de créer son parcours d'adaptive learning. Et je vais laisser la parole à Jean-Marc, qui va nous montrer comment lui, chez Agifpass, l'a mis en place et comment aujourd'hui il est capable de déployer auprès de ses clients ces parcours d'adaptive learning. Merci Evan. Je voudrais préciser plusieurs choses qui ont été dites et c'est bien, on a beaucoup insisté sur compétences et évidemment c'est le mot magique actuellement. J'entendais Patrick Artus il n'y a pas longtemps, qui est directeur des affaires économiques d'Indixis, qui disait que l'éducation nationale formait surtout à la connaissance et malheureusement quand on arrivait en entreprise il manquait la compétence. Et c'est vrai qu'on va chercher aujourd'hui avec des nouveaux outils cette compétence qui manque des fois aux jeunes qui sortent de l'université, des grandes écoles ou même du CAP, du BEP, etc. Donc qui n'ont pas toujours la compétence. Et ça, on cherche vraiment les outils qui vont améliorer la compétence et l'adaptive learning en est un. J'ai une autre casquette, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je suis aussi vice-président d'acteur de la compétence, justement, qui est la Fédération de la formation professionnelle. Vous connaissez peut-être ici Valérie Javel, qui est la présidente pour la région Aura. Et évidemment, il faut aller chercher
des nouveaux moyens de séduire les personnes qui ont besoin d'acquérir ces compétences. Et plutôt que de faire quelque chose qui est très hétérogène, il faut faire quelque chose qui plaît à tout le monde. Aujourd'hui, en formation, ce qu'on a constaté chez Agif, et on est parti sur 2 thématiques importantes, 2 compétences importantes dans les métiers de la banque, qui sont la fiscalité, ça change tout le temps, il y a des lois de finances. Vous savez, aujourd'hui, le banquier se doit donner des conseils pour les clients. Et puis le deuxième sujet, c'est l'analyse financière. On s'est rendu compte que les chargés d'affaires entreprises, les conseillers pros, avaient bien du mal à analyser, se réfugier derrière des outils qui faisaient pour tout seul l'analyse et qui ne répondaient pas forcément aux bonnes questions. Donc on s'est dit, on va essayer de contenter nos clients. Nos clients, je vous l'ai dit, ce sont des banques, ce sont des assurances. Et le reproche qu'ils faisaient souvent, c'est qu'en formation, il y avait beaucoup d'insatisfaits. Soit les gens trouvaient que ça allait trop vite, soit ils trouvaient que ça allait pas assez vite. Évidemment, vous aviez des gens avec des niveaux complètement différents sur les différents sujets. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose de magique. Et l'adaptive learning, nous a paru quelque chose justement, non pas forcément de magique, mais quelque chose qui fait évoluer les choses. Parce qu'on va commencer, Evan l'a dit, par ce diagnostic. Et aujourd'hui, les responsables formation que vous êtes peut-être, ou les DRH que vous êtes peut-être, vous avez besoin de ce diagnostic de compétences à tout moment, de savoir où en est votre population, quel est le niveau de compétence d'une population donnée. Et on le fait aujourd'hui, mais il faudra sûrement le refaire encore dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que d'une part, les connaissances évoluent, les compétences évoluent chez un collaborateur, mais deuxièmement, les métiers évoluent eux aussi, on le dit et on le répète en permanence. Donc on s'est dit, ce diagnostic de compétences, il est primordial. Et quelque part, on ne peut pas s'en passer, et il sert à 2 choses. On a même évolué en fait dans ce qu'on a pu proposer à nos clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend surtout de l'adaptive learning, comme vous l'a montré Evan, et on va le voir avec de la fiscalité dans quelques instants, mais on a des clients qui nous l'achètent justement simplement pour mettre à niveau des catégories de population. Par exemple, je vais prendre des conseillers en gestion de patrimoine, j'ai envie qu'avant qu'ils arrivent en formation, ils aient tous le même niveau. Pour qu'ils aient tous le même niveau, je vais leur faire suivre justement ces formations d'adaptive learning parce que quelque part, ils ne vont pas y perdre du temps. Celui qui sait déjà presque tout, il ne va pas y passer beaucoup de temps. Celui qui n'est pas justement au niveau avant d'aller apprendre une nouvelle loi de finances, une nouvelle assurance vie, un nouveau produit qui va être vendu par son agence, par sa banque, eh bien, ça va lui permettre d'avoir le même niveau que tous les autres. Donc en fait, on le vend en, je dirais, deux options. L'option complète adaptive learning, c'est-à-dire aller chercher la compétence d'un collaborateur, ou deuxièmement, mettre à niveau tout le monde sur une même compétence. Donc, on va passer le slide suivant. Alors, le plus gros du travail, effectivement, ça n'a pas été dit, mais il y a quand même un travail énorme en amont. Il ne faut pas se cacher quelque part, vous n'allez pas faire de l'adaptive learning demain. Ça nous a mis 1 an quand même de travail. Déjà, primo, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, quelles sont les compétences qu'on va choisir parmi les thématiques de formation. Deuxièmement, vous avez compris, il faut écrire les questions. Et les questions, il faut en écrire un grand nombre, puisque Evan l'a dit, c'est un outil adaptatif, donc les questions, elles s'adaptent elles-mêmes, donc ce qui veut dire qu'il faut qu'il y en ait un grand nombre. Donc on en a écrit des centaines de questions sur les différents sujets. Et puis après, évidemment, il faut avoir... Peut-être vous les avez déjà chez vous sur étagère, il faut avoir toutes les formations qui vont bien. Donc ça peut être effectivement soit du digital, mais on peut renvoyer sur du micro-learning, on peut renvoyer sur du présentiel, on peut renvoyer sur un tas de choses. Ce n'est pas que du digital. Donc, mais tout ça, ça nécessite évidemment beaucoup de travail en amont. Alors nous, dans l'exemple de la fiscalité, vous voyez qu'on a défini 19 compétences pour les collaborateurs débutants ou intermédiaires et 30 compétences pour des parcours experts. En fait, ce sont nos clients qui choisissent les compétences. Ils nous disent, voilà, moi je veux former mon collaborateur en fiscalité et je veux qu'il atteigne tel niveau. Donc je vais l'inscrire sur ce niveau de compétences. Donc il va se loguer directement sur la plateforme. Alors l'avantage, c'est que les banques travaillent pratiquement toutes avec la même plateforme LMS qui est Sifadis, donc ça nous arrange bien. On n'a pas besoin de chercher, de faire trop compliqué. On travaille avec un même interlocuteur, mais comme l'a dit Evan, ça marche avec toutes les plateformes. Je n'ai pas été le vérifier, mais en tous les cas, ça fonctionne avec Sifadis. Une fois qu'on a rentré tout ça, donc le collaborateur se logue et il arrive donc sur ces questions. On va le voir peut-être après dans un slide, mais on va voir tout de suite les questions. Alors, les questions, il va y en avoir 1, 5, 10, 20, 25, ça va, je crois, jusqu'à presque une trentaine de questions, selon le niveau du collaborateur.
Et une fois qu'il a terminé ce questionnaire, il va avoir, on le reverra tout à l'heure, cette petite toile d'araignée qui verra par rapport à la compétence qu'on attend où il se situe exactement en fiscalité. On aura évidemment la même chose sur l'analyse financière, je ne vais pas comparer. Deuxième niveau, donc, travail, c'est de définir des échelles de niveau. Donc à l'intérieur des questions, c'est bien beau, à l'intérieur des formations qu'on a mis sur l'outil, il a fallu déterminer justement le niveau, je dirais, débutant, les notions, celui qui a déjà la maîtrise et celui qui a l'expertise. Et puis après, eh bien, il va falloir identifier le niveau de maîtrise attendu qu'on verra donc au fur et à mesure des slides qui vont suivre. Donc voilà à quoi ça ressemble par exemple sur la fiscalité du particulier. Donc on a quelqu'un qui s'est inscrit à une formation de base. Il a donc répondu à toutes les questions comme dans l'exemple que vous a fait passer Evan tout à l'heure. Et puis on arrive donc sur ce document-là. Donc vous voyez qu'on a la maîtrise actuelle qui est en gris, ce que l'on attend, la maîtrise théorique et ce qu'on attend à la fin, donc la maîtrise attendue. Et on lui dit exactement donc, les différents sujets. Donc, si on descendait, là, c'est une impression d'écran, mais si on avait descendu, donc on aurait vu l'ensemble des matières. Donc, vous voyez, on a son parcours qui apparaît, qui peut faire un peu dans le sens qu'il veut d'ailleurs. Il n'y a pas d'obligation de suivre. On lui conseille de suivre, je dirais, les flèches, mais il n'y a pas d'obligation de suivre dans les flèches qui sont là. Je ne crois pas d'ailleurs qu'on puisse le brider. Donc le collaborateur est toujours libre de faire dans le sens qu'il veut. Le tout est d'atteindre la compétence, peu importe le chemin qu'il prend. Et puis donc il va arriver donc, à la fin de son parcours. Et on va arriver, je crois, après. Donc, non, on n'a pas le slide du résultat. Et on va mesurer, bien sûr, si la compétence est atteinte. L'idée, c'est que l'outil se nourrit lui-même donc, de questions en permanence, parce qu'on a vu les questions de début. On a vu les questions à la fin, mais il y a aussi des questions au milieu. Donc, il y a des questions pendant toute la durée de la formation, ce qui va permettre d'orienter au fur et à mesure donc, sur les formations pour que la personne atteigne réellement la compétence qu'on a déterminée au départ. Donc, c'est-à-dire qu'il va terminer vraiment, il aura validé sa formation qu'une fois qu'il aura atteint la compétence que l'on a déterminée. Donc, alors c'est évidemment à l'organisme qui travaille là-dessus, au service RH qui travaille dessus, de déterminer le niveau de compétence. Est-ce qu'il faut 80% des résultats, 85, 90, bon, 100% c'est peut-être beaucoup. En tous les cas, on a travaillé là-dessus. Donc l'avantage aussi, c'est que tout ce qu'on écrit en digital peut resservir sur pas d'autres thématiques, mais d'autres méthodes de formation. Donc tout le travail qui est réalisé pour l'adaptive learning, c'était un travail, je vous l'ai dit, pratiquement d'1 an, d'écriture, de réécriture, d'écriture des questions, de tests, etc., avant de vraiment pouvoir le vendre à nos clients. L'idée, c'est qu'aussi tout ce qui a été produit va resservir. Donc on ne produit pas uniquement pour l'adaptive learning, tout ce qui est produit, il sert à l'adaptive learning, mais c'est toute l'offre sur étagère que vous allez avoir par ailleurs. Et peut-être d'ailleurs que cette offre sur étagère, vous l'avez déjà. Le SCORM, évidemment, tous les clients ont besoin du SCORM, donc ils veulent savoir le temps qui a été passé. Et le SCORM a une autre utilité, parce que je pense qu'au fur et à mesure que l'intelligence artificielle est en train de se nourrir de tous ces principes de formation, c'est qu'on va être capable de mesurer le temps qu'a passé un collaborateur justement sur telle ou telle formation pour pouvoir lui proposer une formation peut-être plus adaptée demain. S'il met trop de temps sur un dispositif de formation, sur une pédagogie, c'est peut-être parce qu'il n'est pas à l'aise dans cette pédagogie. Donc l'outil demain va être capable de proposer une autre pédagogie parce que ce collaborateur, on sait qu'il n'aime pas trop telle ou telle pédagogie. Donc ça, je pense que l'intelligence artificielle n'est qu'au démarrage dans la formation. Tous les algorithmes qui sont écrits par les entreprises comme Domotio sont en train d'évoluer à vitesse grand V. Ils vont permettre demain d'être encore plus adaptés aux collaborateurs. Ce n'est pas simplement par rapport à ses connaissances, mais aussi à sa façon de travailler. Ça, j'y crois beaucoup. Et je sais qu'aujourd'hui, on voit bien les nouvelles populations qui arrivent, les jeunes qui arrivent, qui n'ont pas du tout la même façon de se former que les personnes qui sont déjà là en entreprise depuis un petit bout de temps. Je pense que ces outils vont permettre d'améliorer les dispositifs de formation. Et puis l'idée, bien sûr, c'est de continuer de travailler sur des nouvelles thématiques. Je vous l'ai dit, on a travaillé sur la thématique fiscalité parce que c'est celle la plus récurrente dans les métiers de la banque et de l'assurance. Après, on va aller chercher d'autres thématiques. Je vous l'ai dit, l'analyse financière, ça fonctionne déjà.
On va aller demain sur le crédit immobilier, on va aller sur le droit bancaire, on va aller sur l'assurance, puisque je fais partie d'un groupe donc, qui s'appelle IFPAS et donc dont le métier est la formation assurance. Puis on va aller aussi, je l'ai vu dans les mots qui sont apparus tout à l'heure, le mot cybersécurité. Donc on vient d'acquérir je ne l'ai même pas dit, on vient d'acquérir donc une filiale qui fait de la cybersécurité. Clairement, la cybersécurité va être un sujet de demain, quel que soit le métier, mais encore plus peut-être dans les métiers de la finance et de l'assurance qui sont des métiers à risque important, donc où la cybersécurité est omniprésente, elle le sera encore plus. Et donc pour moi, l'adaptive learning est l'outil qui va permettre justement de bien se préoccuper en fonction de quelles compétences on souhaite donner aux collaborateurs de l'entreprise, et bien de les amener à ce niveau requis. Voilà ce que je voulais dire dans l'expérience. Merci Jean-Marc. Et pour conclure, avant de répondre à vos questions, si vous en avez, simplement vous préciser que là, on a vu un cas d'application qui est celui d'Agifpass, d'un organisme de formation, qui crée donc ces expériences d'adaptive learning pour ensuite les vendre à des clients finaux, donc en l'occurrence des grandes banques. Mais ce type de dispositif a aussi énormément de sens en interne pour une entreprise. Donc c'est important pour un organisme de formation de se dire que les parcours de formation qui sont créés sont désormais créés en mode adaptive learning avec une approche individualisée, mais ça peut être le cas dans une entreprise qui va pouvoir en fait mettre à disposition de ses équipes pédagogiques, de ses concepteurs, le même outil auteur, le même outil d'ingénierie pédagogique, pour qu'en interne, on crée non plus des parcours, le fameux one size fits all, donc le même parcours pour tout le monde, mais qu'en se basant sur la base de contenu existante, en se basant sur éventuellement des questionnaires, des questions qui seraient déjà existantes, on puisse intégrer tout ça dans un outil d'adaptive learning et déployer aux collaborateurs non plus des parcours uniques et identiques pour tous, mais des parcours individualisés qui tiennent compte des attendus métiers et qui tiennent compte du niveau de compétence de chacun. Avec cet objectif d'optimiser la montée en compétences, faire en sorte que le temps passé à se former est moins important, mais que les collaborateurs acquièrent tout de même le niveau qui est attendu d'eux à leur poste. Et enfin, surtout préciser que ça, c'est valable sur toute thématique. Et je ne dirais pas que ce sera pertinent dans une organisation sur toutes les compétences qui sont visées. Ça peut être différent d'une organisation à une autre. Mais au global, aujourd'hui, on va retrouver des cas d'application qui sont très variés, avec des sujets, des parcours d'adaptive learning sur de la compliance, sur de la formation à des produits, sur de la vente, du management, des soft skills comme la communication, comme la gestion du temps, le leadership et j'en passe. À partir du moment, comme je le disais, où le nombre de personnes à upskiller est important et qu'on n'est pas capable d'adapter de façon manuelle avec un formateur, un manager, avec un humain finalement, l'adaptive learning a énormément de sens et on peut déployer à des cohortes très importantes un parcours qui sera tout de même individualisé. Merci à tout le monde pour votre écoute et si vous avez des questions, allez-y. Alors c'est effectivement un outil auteur, la plateforme Domosio, mais qui ne remplacera jamais un outil comme Storyline. C'est-à-dire qu'il y a des outils auteurs qui font très bien leur travail pour éditer des e-learning, des micro-learning, des parcours digitaux. Ce que va apporter en plus l'outil Domosio, c'est le fait de mettre en place une approche par compétence. Qu'en fait, à partir du moment où on crée une question d'évaluation, cette question elle est associée à une connaissance ou compétence à évaluer, qu'elle est associée à un niveau de difficulté, et qu'en plus de ça, on associe la compétence à des contenus pédagogiques existants. Tout ça pour dire qu'on ne crée pas les contenus pédagogiques dans Domosio. Ce que l'on fait dans Domosio, c'est le mapping avec d'une part, d'un côté, des compétences à développer, et de l'autre côté, deux types d'éléments, des questionnaires et des ressources pédagogiques. Et en fait, dans cet outil auteur, on tire des traits entre les deux. Et c'est ce mapping qui est nécessaire, qui est vraiment essentiel à la mise en place d'un parcours d'adaptive learning qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans des plateformes LMS ou dans des outils auteurs. Et c'est pour cette raison qu'on se concentre sur ce sujet-là dans l'outil Domosio et qu'on laisse le rôle à des storylines ou autres de pouvoir éditer des parcours e-learning plus traditionnels.
Les quiz peuvent être créés dans, je dirais, n'importe quel outil auteur qui permet de créer des quiz et ensuite peuvent être importés dans Domosio avec ce point qui est quand même essentiel au moment de les intégrer dans Domosio, c'est d'y ajouter ce qu'on appelle un tagging, en fait, de dire que le quiz qu'on vient d'ajouter, il correspond à telle compétence et la question elle a tel niveau de difficulté. Mais on peut imaginer que les quiz aient été créés ailleurs, effectivement. Ce qui était notre cas. Je ne sais pas quel outil on a utilisé, mais en tous les cas, on les a réexportés dans l'outil Domosio. Ok. Alors la question, c'est par rapport à l'analyse des données. Il y a deux choses qui sont liées à l'analyse de la donnée. Bon, déjà, quelles données on va analyser lorsque l'apprenant il est dans son expérience d'adaptive learning? On va s'intéresser à ses résultats dans le cadre du questionnaire de positionnement initial. On va s'intéresser à quelles recommandations il a réellement suivies ou pas dans le cadre de son parcours. Et on va s'intéresser à ses résultats dans le cadre du questionnaire final. Toute l'analyse de la donnée pour l'apprenant, pour lui construire son expérience sur mesure, tout ça, c'est analysé automatiquement. On a des algorithmes qui vont tourner pour lui adapter en temps réel son questionnaire et pour lui proposer des recommandations en fonction de ses résultats. De l'autre côté, donc en parallèle de cette analyse de la donnée automatique et en temps réel, il y a toutes les remontées d'informations, toutes les données qu'on va pouvoir restituer, alors déjà à l'apprenant lui-même pour qu'il suive sa progression, mais aussi à un manager, à un responsable, à quelqu'un finalement qui a un rôle de supervision. Et c'est là où aujourd'hui on peut retrouver parfois des plateformes LMS qui sont un peu limitées en termes de tracking et de remontée d'informations, et c'est là où l'adaptive learning, en plus de permettre à l'apprenant de se développer de façon individualisée, va aussi permettre à des superviseurs de récupérer plus d'informations, plus de données sur les compétences maîtrisées ou pas par ses collaborateurs, sur le temps passé par ses collaborateurs, sur les contenus qui ont été suivis, sur l'impact que les contenus ont pu avoir. Et toutes ces informations sont remontées aux superviseurs dans des tableaux de bord. Et peut-être une dernière chose sur la donnée, il y a aussi une donnée qui est importante, c'est le contenu. Finalement, il faut le considérer comme une donnée qui est associée à des métadonnées. Et ce contenu, on l'intègre donc dans l'outil auteur, dans le back-office de Domosio. Les métadonnées dont je parle, ce sont les tags, en fait. Ce sont les niveaux de difficulté, les compétences associées, le format de la ressource pédagogique. Tout ça est intégré et créé via l'outil auteur. Une fois que c'est fait, on clique sur un bouton pour télécharger en SCORM l'expérience, et le SCORM, on peut le déposer sur la plateforme LMS. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Une fois qu'on a intégré nos données, qui est propriétaire? Qui est propriétaire de la donnée? C'est une très bonne question, mais c'est une question qui est assez facile à répondre. Ce sera toujours l'organisation. Ce ne sera jamais un acteur comme nous, jamais Domosio. Les données, elles sont hébergées chez Domosio. Elles sont hébergées en France, c'est parfois important de le préciser, donc tout va bien avec la conformité au RGPD. Mais les données ne sont jamais la propriété de Domosio. Elles restent la propriété en général de l'entreprise, de l'organisation qui demande à ses collaborateurs de suivre des parcours d'adaptive learning. Et évidemment, il y a des données aussi qui sont personnelles, dont l'apprenant lui-même va être le propriétaire et sur lesquels il a un droit de regard sur tout ce qui est lié au droit à l'oubli et à ce qui est fait de ces données personnelles. Alors, où sont les contenus pédagogiques? Eh bien, on pourrait croire que les contenus pédagogiques vont être hébergés dans un outil comme Domosio et que finalement, il est compliqué d'aller chercher des contenus ailleurs. En fait, c'est surtout l'opposé. C'est surtout l'opposé. On peut très bien imaginer que des contenus soient hébergés dans l'outil Domosio, mais finalement, ce qu'on retrouve le plus souvent dans la pratique, c'est que les contenus ils sont déjà soit sur le LMS, soit sur d'autres outils de learning qui sont utilisés par l'organisation. Et c'est tant mieux. Et en fait, ce que l'on va faire au moment d'indexer les contenus pédagogiques dans l'outil auteur Domosio, c'est très simple. C'est prendre l'URL d'une ressource, la copier dans l'outil, et c'est de cette façon qu'on va pouvoir indexer la ressource et dire cette ressource, elle se trouve à telle URL, elle a un titre qui est XYZ, elle a une compétence qui est associée, qui est abordée dans cette ressource, et elle a un niveau qui est associé. Et puisqu'on a uniquement besoin d'une URL, cette URL, ça peut être un contenu sur le LMS, c'est ce qui est le plus fréquent, mais ça peut très bien être un contenu hébergé sur un site web gratuit, ça peut être une vidéo sur YouTube, ça peut être
un contenu de formation hébergé sur un autre outil de formation. On peut vraiment tout imaginer, il suffit d'une URL unique. C'est une évolution, effectivement. C'est une évolution et surtout, ce qui est une vraie évolution par rapport à ce que l'outil Domotio proposait auparavant, c'est le fait de pouvoir se brancher dans n'importe quelle plateforme LMS sans qu'il y ait de développement spécifique, de développement technique à faire. On ne parle pas d'intégration en profondeur via des API ou des connecteurs ou quoi que ce soit. C'est un SCORM. Les LMS, a priori, quasiment tous supportent le standard SCORM. À partir du moment où on a le paquet SCORM, on le dépose et tout le reste va se passer dans le LMS, que ce soit la partie administration où on va ajouter les participants, mais également le suivi par chaque apprenant du parcours depuis le LMS. Comment fait-on quand l'outil recommande non pas des contenus digitaux, mais des contenus synchrones, présentiels par exemple? Eh bien, pour le faire, c'est assez facile, mais il faut avoir en tête qu'on ne proposera pas du tout la même expérience d'apprentissage. Quand on a uniquement des contenus asynchrones à recommander, c'est très simple, on a cette notion d'immédiateté. Je clique sur une recommandation, je suis le contenu pédagogique, et ensuite je peux poursuivre avec mon parcours sur mesure. Avec des contenus, des formations qui seraient présentielles, déjà la première recommandation qu'on va donner si c'est possible, c'est d'avoir tout de même une URL qui est en fait une page d'inscription. Que quand l'apprenant clique sur sa recommandation, qu'il soit redirigé sur son LMS ou sur un TMS ou sur un outil, qu'il soit redirigé vers une page lui permettant de faire une demande d'inscription à la formation présentielle pour qu'il ait au moins le sentiment que sa demande, sa recommandation a été prise en compte et qu'il avance. Mais on n'a plus du tout cette notion d'immédiateté et ensuite il faut la planification de la session, il faut suivre la session. Et bien souvent, ce que l'on voit chez nos partenaires et chez nos clients qui indexent comme ça des ressources présentielles dans le cadre d'un adaptive learning, c'est qu'on a des parcours plus longs, des plans de développement de compétences qui vont s'étaler plus dans la durée et où l'apprenant va cliquer sur une recommandation, va faire la demande d'inscription au présentiel, ensuite va suivre le présentiel quand c'est possible et quand c'est le cas, va revenir sur son parcours sur mesure et pourra ensuite avancer dans les prochaines étapes. En termes de prix, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce type d'outil fait l'objet, comme beaucoup, d'une licence d'utilisation en fonction d'un volume d'apprenants avec une dégressivité. Et je pourrais tout à fait vous les communiquer si vous le souhaitez. Je peux vous donner accès à une notion de prix de l'outil. J'ai la notion de prix ancien. Ouais, ça a dû changer, ça a changé. Donc je vous donnerai les informations. Plus de questions? Eh ben, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tout le monde et bon après-midi, profitez bien du salon.